Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Le Premier ministre Ousmane Sonko dépoussière les rapports de Petro-Tim, mais aussi d'autres dossiers judiciaires. Il a délivré ses vérités sur la dette nationale fixée désormais à 130%. Il a aussi, à travers les questions d'actualité, parlé de combines concernant le coup d'État en Guinée-Bissau. Alassane Ba nous fera le point dans ce journal. Évacuation d'urgence de l'épouse du journaliste Madiambal Diagne, Bintou Diaby, est acheminée ce vendredi à l'hôpital principal de Dakar, vu sa santé dégradante. Les marchands ambulants ont battu le macadam ce vendredi à Dakar, raison de leur colère, l'opération désengorgement des artères de la capitale. Ils rappellent cependant les promesses faites par l'État. Enfin, le processus électoral en Guinée-Bissau s'est déroulé de façon transparente selon Mundiaï Cissé, un des observateurs. Pour lui, il est crucial de ne pas laisser passer cet acte de forfaiture. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bintou Diaby, plutôt l'épouse du journaliste Madiambal Diagne, a été évacuée à l'hôpital de Dakar en raison d'une dégradation de son état de santé nécessitant une prise en charge urgente. À titre de rappel, Madame Diaby avait été arrêtée en septembre 2025 en même temps que deux de ses fils dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Cette procédure s'inscrit dans les investigations visant également son époux qui avait tenté de quitter le territoire avant de se réfugier en France. Les enquêteurs s'intéressent notamment de la CSI Pharaon, une société immobilière dans laquelle elle est impliquée, suspectée d'avoir participé à des transactions liées à un marché public estimé à 21 milliards de francs du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Un dossier qui a évolué après sa garde à vue. Il est déféré et placé sous instruction par le juge du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Plus de détails avec Ousseynou Diop. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre le jeune Mohamed Bachir Sil, originaire de Saint-Louis de Chine. Simple combine appelant à la poursuite du processus et de la libération des détenus. Plus de détails avec Al-Hassan Ba. Dans la question de la dette dite cachée, le ministre de l'économie, Abdourahmane Sarr, rappelle que la dette publique a atteint 119% du PIB et près de 130% lorsqu'on y intègre les entreprises publiques. Sur le front social, une lueur d'espoir a été donnée lors des échanges. Le ministre de l'Énergie a réaffirmé les mesures visant à réduire les prix de l'énergie, promettant des baisses effectives au plus tard en début janvier 2026. Au plus tard, le 1er janvier 2026, ces mesures vont entrer en ligne de compte. Nous allons finaliser les études sur la baisse des hydrocarbures, des carburants. Le thème de la reddition des comptes a naturellement dominé les échanges. Le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à préciser la position de son gouvernement face au dossier en cours. Le chef de l'exécutif a insisté sur la nécessité de traiter les dossiers avec vigueur et célérité. Cependant, il a tenu à marquer la séparation des pouvoirs. Le gouvernement ne s'immiscera pas directement dans les procédures, mais veillera au bon fonctionnement de la justice. Concernant le rapport de l'inspection générale d'État qui cite l'ancienne première ministre, Ousmane Sonko a renvoyé l'initiative à l'ancien régime, affirmant que c'est celui qui l'avait commandité. Il a ajouté de manière catégorique que tous les n'ont pas fait l'objet d'une quelconque ralentissement à la primature. La continuité de l'État la xam motax bima ñëwé la ma ca wara def naa ko le wara dem ci justice joxe naa ko le wara dem feneen joxe naa ko parce que noonu la wara demee comme yeneen rapport yépp. Affaire Petro-Tim, le rapport que le Premier ministre a qualifié de perdu dans le circuit sous l'ancienne administration est désormais sur sa table. Conséquence directe,
L'Assemblée nationale pourrait être saisie en vue d'une commission d'enquête parlementaire. ndax rapport entier ñu seyal ko rocci ko ci tout le circuit de l'IGE rapport boobu yàlla tegaat na ko suñu loxo te rapport boobu li mu wax ak li mu feeñal dafa garaaw. Ont également été annoncés. Le Premier ministre a précisé que ses avocats feront face à la presse la semaine prochaine pour apporter plus de détails. Enfin, le Premier ministre a abordé le récent coup d'État en Guinée-Bissau. Ousmane Sonko a qualifié l'événement de combine et a appelé à la poursuite du processus démocratique. li xew Guinée ñëpp xam nañ ni combine te tegul fenn. Il a également demandé la libération des détenus. rawatina Domingos Pereira nga xam ne du woon sax candidat. Colère noire chez les marchands ambulants. Ils sont descendus dans les rues pour dénoncer la décision du ministre de l'Intérieur qu'ils accusent d'avoir procédé au déguerpissement des voies publiques de la capitale dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques 2026. Selon eux, cette opération menée par Maître Bamba Cissé va à l'encontre des promesses faites par les autorités, les acteurs du secteur, initiateurs de la marche, puis Dame Badiane, président des marchands ambulants du Sénégal, au micro de Habib Faye. Donc vraiment, nous déplorons cette situation. Cette marche, nous l'avons organisée pour déplorer la situation, les déguerpissements qui continuent vraiment et à un rythme très accéléré. Mais malheureusement, nous avons vu ici le ministre aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui a dit qu'il va continuer les déguerpissements. C'est une choc pour nous parce que nous croyons qu'il serait aujourd'hui dans les dispositions de dialoguer avec les marchands ambulants. Parce que vous voyez cette masse de jeunesse qui travaille, qui ne demande qu'à travailler. Et vraiment, je crois qu'on doit aussi revoir cette situation, la situation des jeunes, au lieu de leur contraindre au déguerpissement et à l'exil et de leur priver leur droit de travail dans leur propre pays. Je crois que ça a une très grande mobilisation de tous les marchands ambulants parce que pour plaider la cause vraiment de déguerpissement parce qu'il cause d'énormes préjudices. Des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre ont fortement perturbé les cours à l'université à Cheikh Anta Diop de Dakar. Le non-paiement des rappels pour les étudiants en Master 1 est à l'origine de la colère des étudiants. Ces derniers ont même rejeté la proposition de leur ministre de tutelle de payer les rappels de bourse par moratoire. Ils demandent dans la foulée l'intervention directe du président et de son premier ministre, eu égard que le ministre a montré ses limites et est incapable de gérer la situation. Face à la crise que traverse le Sénégal, où les tensions politiques menacent de paralyser la bonne marche du pays, le consortium de 15 organisations de la société civile propose la solution urgente pour prévenir d'une escalade. Ils se sont réunis ce vendredi matin autour du thème cohésion nationale et responsabilité partagée, agir pour un Sénégal uni. Voici Maître Mam Adama Gueye au micro de Al-Hassan Ba Diafaraba. Les difficultés économiques et financières que nous traversons ne seront pas surmontées sans une implication active de l'ensemble des forces vives de ce pays. Malheureusement, au moment où il est nécessaire de faire un appel à la cohésion nationale, il y a un problème de cohésion au sommet de l'État. Donc c'est ça la grosse difficulté de ce pays. Donc nous voulons intervenir pour interpeller chacun, assumer ses responsabilités. Et principalement, Monsieur le Président de la République, clé de voûte des institutions. Donc c'est lui notre principal interlocuteur, sans ignorer les autres considérations, parce que nous connaissons les considérations politiques, en espérant qu'on nous écoute. Parce que nous avons une expérience qui n'est pas très positive en ce qui concerne une précédente démarche relative au contentieux entre l'État et la presse. Je déplore que le ministre de tutelle, le ministre de la Communication, n'ait pas estimé devoir nous recevoir. Et ce n'est pas acceptable, ce n'est pas négociable. Les autorités sont à la disposition des citoyens. On ne doit pas quémander pour les rencontrer. Et puis, je pense que c'est une question de courtoisie élémentaire. Nous espérons que dans la nouvelle démarche concernant la crise actuelle, quand nous sollicitons le président de la République, nous espérons que très rapidement, nous pourrons le rencontrer. Nous ne sommes pas là pour séparer des protagonistes, mais nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser l'opinion nationale sur la gravité de la situation, qui ne se laisse pas distraire par cette discussion de politique politicienne qui concerne un appareil politique. Et les problèmes de cet appareil politique ne doivent pas interférer dans le fonctionnement de nos institutions et menacer la stabilité de notre pays.
Les femmes syndicalistes exigent la ratification urgente de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail, un texte essentiel contre la violence faite aux femmes. Elles se sont prononcées en marge des 16 jours d'activisme 2025 et de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Voici Aïssatou Touré, elle est présidente du Comité national des femmes de la CNTS au micro d'Al-Hassan Ba et Yeya Diallo. Aline Diagne plutôt. En collaboration avec le MSCBIS est honoré de vous accueillir en ce 3e jour des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Cette période marque un appel mondial à la mobilisation et à l'action collective. Notre rencontre d'aujourd'hui est portée par un objectif clair et urgent. Demander au gouvernement du Sénégal d'accélérer la ratification de la Convention 190 de l'OIT. Cette norme internationale dédiée à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail constitue un cadre juridique indispensable pour garantir une protection réelle et durable aux travailleuses et travailleurs de notre pays. Dans ce cadre, des lettres ont été officiellement adressées au président de la République, au Premier ministre ainsi qu'aux ministères concernés et déposées le 25 novembre, jour du lancement de la campagne, afin de réaffirmer l'urgence et la nécessité d'agir. Votre présence et votre accompagnement médiatique, chers journalistes, sont déterminants pour porter ce message, amplifier nos voix et contribuer à la concrétisation de cet engagement. Cap sur Tambacounda, où les jeunes ont marché contre les stupéfiants pour préserver la santé mentale. Carrefour stratégique, mais aussi plaque tournante de la drogue. La région voit ces jeunes dangereusement impactés, d'où la randonnée pédestre organisée par Sen Jeunes. Voici Alun Badarameng, le préfet de Tambacounda, au micro de Mamadou Diouf. Réjouir de la tenue de cette randonnée qui colle bien avec l'esprit du projet Samayon Samakadou qui parle de la santé mentale des jeunes. Donc, comme vous le savez, en sport, on dit souvent un corps sain dans un esprit sain. Et donc, c'est l'idée même de l'organisation de cette manifestation, particulièrement déjà pour la santé, mais au-delà pour sensibiliser par rapport à ce projet d'une importance capitale. Donc Tamba aussi est une zone frontalière où souvent il y a des questions liées à la circulation des stupéfiants et autres. Donc il est toujours important de faire la sensibilisation auprès des jeunes. C'est le lieu de saluer leur présence massive et celle aussi des forces de défense et de sécurité. Et tout ce bon monde quand même montre que vraiment ce projet est en train de toucher une grande partie de la population. Et vraiment nous insistons encore une fois pour inviter les jeunes à être beaucoup plus sereins et vraiment à travailler plutôt pour le développement que de s'isoler et de prendre des habitudes qui ne sont pas favorables à une bonne santé. La brigade d'hygiène de Dakar a effectué dans la nuit du jeudi à vendredi une descente dans les quartiers à la traque des gérants des boulangeries clandestines. Les images font froid dans le dos avec des conditions d'hygiène indescriptibles qui menacent la santé des consommateurs. C'est un reportage signé Abdourahmane Diallo à Lundiagne. Une descente musclée des agents des services d'hygiène de Dakar dans les boulangeries clandestines des quartiers de Dakar. Sur place, une situation sanitaire alarmante, des images qui font froid dans le dos, le matériel de travail archaïque et les conditions de production du pain déplorables. Le service d'hygiène veille au grain. Nous avons l'habitude de faire des activités souvent durant la journée. Mais on s'est rendu compte que la plupart des infractions, on peut même parler de délits, se produisent durant la nuit. Donc c'est pour cette raison vraiment nous avons déclenché cette opération LOI au niveau de la région de Dakar, mais avec 3 objectifs principaux. Donc le premier objectif, c'est de mettre un peu hors d'état de nuire les boulangeries qui fonctionnent de manière clandestine. Vous savez qu'en matière de salubrité,
il n'y a que l'agent d'hygiène qui peut déterminer son état du point de vue du code de l'hygiène. Et de contrôler également les conditions de vente de la viande. Vous savez aussi que c'est un aspect qui se pose avec acuité au niveau de la région de Dakar, surtout par rapport à la provenance de ces viandes. Et on sait que c'est durant la nuit que beaucoup d'activités qui tournent autour de cette viande-là s'effectuent au niveau de la région de Dakar. Et le troisième aspect, c'est un peu de faire un suivi des boutiques qui ont l'habitude de faire d'autres types d'activités et qui exposent un peu les populations à même des problèmes de sécurité. Les hommes du capitaine Idrissa Ndiaye déplorent cette situation. Ils estiment que toutes les conditions doivent être prises pour sévir afin d'éviter de mettre en danger la vie des populations et la violation de la réglementation des activités de boulangerie. Donc cette tournée nocturne dénommée Opération Loy en l'honneur à cet oiseau-là qui est capable d'avoir une vie perçante durant la nuit, c'est un peu pour montrer la vigilance par rapport à certains délits que nous avons l'habitude de retrouver durant la période nocturne. Les raisons, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un peu de pouvoir déterminer à notre niveau les conditions dans lesquelles doivent s'exécuter ou bien s'effectuer certaines activités. Et ça, c'est un peu contenu dans le code de l'hygiène. Et le code de l'hygiène, c'est l'agent d'hygiène qui principalement assure l'exécution de cette loi d'État. Le deuxième aspect, il y a des instructions fermes, même du gouvernement, par rapport à la sécurité sanitaire des aliments. En début de semaine, la police a démantelé une boulangerie clandestine à Grand-Yoff aux conditions d'hygiène exécrables. 3 personnes arrêtées et la boulangerie fermée. Dans le cadre de ces cas d'école, l'Association des journalistes en santé s'est penchée sur la question de la gouvernance sanitaire avec l'ONG IBP, avec les élus locaux et les parlementaires. La gestion des infrastructures sanitaires et des besoins en santé sont passés au crible. Plus de détails avec Fatou Bintou Kanté et Ahmadou Ba. Jusque-là, la gestion du système de santé sénégalais reste inégale. Dans une bonne gouvernance sanitaire, une bonne répartition des infrastructures s'impose. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au Sénégal depuis les indépendances. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de corriger peut-être certaines inégalités, notamment au niveau territorial. On se rend compte qu'il y a des zones qui ont plus que d'autres zones en termes de services ou d'offres de santé. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faudra revoir. Mais globalement, le plateau médical est bon. Pour cet expert, les députés sénégalais doivent plaider pour une meilleure utilisation des ressources en santé. Je crois que les députés aujourd'hui sont en mesure d'exiger plus du gouvernement. Parce que jusque-là, ce qui se passe dans notre pays, c'est que le gouvernement fait ses projets de loi. Dans les commissions, il y a beaucoup de débats. Ça, je peux vous l'assurer, les députés se battent beaucoup parce qu'il y a moins les caméras. Mais ils doivent se battre davantage pour qu'on puisse exiger du gouvernement de faire de la santé une question de priorité. Parce que si les gens ne sont pas en bonne santé, ils ne peuvent tout simplement pas travailler. Et s'ils ne travaillent pas, le pays n'avance pas. Donc ils doivent à la fois être convaincants par rapport au gouvernement, dire au gouvernement, voilà les raisons pour lesquelles vous devez augmenter le budget de la santé. Et également, voilà, si vous ne le faites pas, nous, on n'est pas aussi obligés de voter. Donc il faut absolument exercer le droit de ne pas voter des budgets qui ne règlent pas les problèmes du Sénégal. Extrait, cette gouvernance sanitaire nécessite aussi l'implication des élus locaux qui sont un maillon important de la gestion de la santé dans nos pays. Je pense qu'une meilleure gouvernance sanitaire, c'est une gouvernance plus inclusive et une gouvernance participative qui inclut les acteurs communautaires au niveau de la santé communautaire locale. Parce que nous pensons que vraiment, pour que la gouvernance soit impactante, il faut que tous les acteurs qui évoluent dans le système de santé, notamment au niveau local, puissent contribuer et puissent avoir accès aux instances de prise de décision. On sait qu'actuellement, dans le système de gouvernance sanitaire, les badjanogor, les relais communautaires et autres acteurs OCD ont vraiment un rôle très prépondérant dans la promotion de la santé. Malheureusement, dans beaucoup d'instances, ils ne sont pas assez représentés, notamment dans les comités de développement sanitaire, les CDS et autres instances de prise de décision. Qui actuellement sont confrontés au retrait des bailleurs et la seule solution demeure la mobilisation de nos ressources propres. Je pense que pour combler le cadre, il faut compter sur les ressources propres. Parce que je pense que, comme vous l'avez vu, les nouvelles orientations dans le cadre de l'agenda Sénégal 2050, c'est de compter sur nos propres ressources à travers la mobilisation des ressources domestiques. Et je pense qu'il faut vraiment s'inscrire dans cette lancée-là. Les
bailleurs ne sont pas là éternellement, ils sont là également selon leurs objectifs. Je pense qu'il faut vraiment compter sur les ressources propres. Et ça, c'est les ressources propres des collectivités territoriales, mais également de l'État. La gouvernance sanitaire est un facteur important dans la gestion de nos systèmes de santé. L'actualité, c'est aussi l'artisanat au Sénégal. Le métier de peintre et de décoration ne nourrit pas son homme. Les acteurs sont confrontés à des difficultés liées à l'accès au financement, à la formalisation et à l'absence de mesures d'accompagnement de l'État. En conclave à Kaolack, dans le cadre d'une formation de 72 heures en masterclass, ces artisans ont alerté sur leurs dures conditions de travail. Voici Jacques Gomez, le président de la Fédération national des peintres du Sénégal. Il est au micro de Ousmane Dem et Thierno Diallo. La fédération et l'association des peintres des créateurs de la région de Kaolack, en collaboration avec notre partenaire leader, la Sénac Peinture, venir à Kaolack pour organiser une formation de 72 heures en masterclass pour former et formaliser nos frères et amis peintres de la région de Kaolack. Pour cette année, on va même de rentrer dans la mutuelle de santé, parce que cette formation, d'abord, nous l'avons fait en entrepreneuriat pour former 200 peintres ici, acteurs. Lutte contre la migration irrégulière, de la protection des personnes en mobilité a fait l'objet d'un atelier de partage et de sensibilisation tenu à Dakar, occasion saisie pour passer en revue les mécanismes et les dispositifs nationaux et internationaux pris dans ce sens. Les efforts de l'État ont été aussi mis en exergue en termes d'appui et d'accompagnement en faveur des personnes en mobilité. Jean Diouf, coordonnateur projet, et Moussa Ndo, responsable Baos Dakar, sont interrogés par Abdoulaye Patéane. Atelier de partage, de discussion et d'échange, c'est ce qu'est en train de faire l'État en termes d'appui, en termes d'accompagnement par rapport donc à ce fléau qui est la migration irrégulière qui touche pratiquement toutes les localités du pays. Et il faut arriver avec les acteurs à trouver une solution. On est en train de mettre en place dans le cadre de l'assistance, de l'accompagnement, mais également du suivi donc des migrants de retour, mais également des personnes, des réfugiés ou des personnes déplacées. L'identification, la mobilisation de toutes ces personnes en situation de mobilité, parce qu'ils sont dans des statuts divers. Certains sont des clandestins. Dans l'identification, la mobilisation de ces personnes n'est pas toujours chose aisée. Il faut tout un réseau pour pouvoir mobiliser ces différents profils. La deuxième difficulté, c'est la raréfaction des ressources. Autant avant, nous avions des partenaires qui se mobilisaient beaucoup pour les questions humanitaires et de migration. Autant aujourd'hui, la conjoncture économique internationale fait que mobiliser des ressources devient de plus en plus difficile. Mais puisque c'est une question vitale pour nous, nous continuerons, malgré les moyens limités, à œuvrer dans le sens vraiment d'appuyer ces personnes, de contribuer à des conditions où leur dignité et leur protection sera assurée. Non à la stigmatisation des étrangers vivant au Sénégal, c'est la réponse de Dr Alpha Ousmane Aw, le président du mouvement Teranga Sénégal. Les intégrationnistes estiment qu'il est inacceptable d'indexer des ressortissants étrangers au Sénégal pour légitimer certaines positions, comme le font certains acteurs de la politique au Sénégal. Il en appelle à la vigilance des autorités, mais aussi à la solidarité de tous les Sénégalais. Le voici au micro de Dissa Prera. Chercher quand même des mascottes, parce que nous avons de véritables mascottes parmi les hommes politiques. Celui qui en fait, qui s'évertue à dénigrer, par exemple, les étrangers, moi je l'appelle tout simplement le séquette, le bouc. Donc, essayez de chercher des mascottes. Il y a d'autres mascottes qui sont peut-être même plus graves, comme le serpent. On en a parmi les hommes politiques. On en a tellement, on a tout. Donc, essayez peut-être de jouer sur ça. Et je reviens sur cette question des étrangers qui me tient à cœur. Parce que c'est un point qui est explosif et qui peut demain générer une catastrophe comme ça l'a fait dans des pays africains comme l'Afrique du Sud. Donc, n'oubliez pas que l'Afrique du Sud a un mal très profond avec ses voisins, le Zimbabwe et le Nigeria.
vous vous imaginez qu'à un moment donné, ils étaient même partis à s'en prendre à ces citoyens, à les tuer, à les brûler vifs. Le Sénégal ne vivra jamais ces situations. Et donc, toute personne qui s'évertue à marginaliser les étrangers, et quand je dis les étrangers, je prends en particulier nos parents de la Guinée, nos parents de la Guinée-Bissau, nos parents même d'outre-mer qui viennent du Liban et qui ont des aïeuls au Liban, mais c'est des Sénégalais. Sur l'actualité sportive, nous parlons de la commémoration du centenaire de l'assassinat du boxeur Betling Siki, prévu les 13, 14 et 15 décembre prochains à Saint-Louis. À cet effet, un comité départemental de développement a été organisé pour mettre la dernière main à la pâte pour célébrer ce grand-fils de la ville de Saint-Louis. Elhadj Momar Dieye est membre du comité d'organisation. Le voici au micro de Ousseynou Diop. Donc c'est une journée, un événement que nous comptons organiser les 13, 14 et 15 décembre 2020 ici même à Saint-Louis. Et vraiment, d'éminentes personnalités seront là. Il y a des gens qui vont faire le déplacement depuis l'Europe, depuis les États-Unis uniquement pour honorer Feu Amadou Barry Fall. Bon, c'est un digne fils sénégalais, comme les gens l'ont suggéré tout à l'heure, monsieur le préfet. On doit l'enseigner au niveau de nos écoles pour que les gens, en tout cas, le représentant du président des parents d'élèves a donné l'assurance comme quoi, comme on a envoyé le héros Nelson Mandela dans les écoles, cette fois-ci, on peut bien voir Amadou Barry Fall dans les écoles. Nous vous le disions en titre, suite au coup d'État en Guinée-Bissau, Moundiaye Cissé, membre de la mission d'observation au Sloton, de retour à Dakar, il interpelle directement le président Bassirou Diomaye Faye, la CEDEAO et l'Union africaine. Il qualifie l'événement de forfaiture inacceptable selon le directeur exécutif de l'ONG 3D. Il est crucial de ne pas laisser passer cet acte, d'autant plus que le processus électoral qu'il a observé était totalement transparent. Le voici. Ce qui se passe en Guinée-Bissau est inadmissible, inacceptable. Pourquoi? Parce que les élections en Guinée-Bissau sont transparentes. Je vous dis, le système électoral bissau-guinéen est aussi performant, aussi transparent, aussi crédible que celui du Sénégal. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter des bureaux de vote, j'ai eu l'occasion de passer au crible le système électoral bissau-guinéen. Je vous dis que c'est un système crédible et transparent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une volonté d'empêcher la publication des résultats. C'est ce qui s'est passé, il n'y a pas autre chose. Et pourtant, les missions d'observation avaient déjà rencontré les candidats qui avaient donné leur accord pour respecter la volonté du peuple. Mais in fine, l'armée prend le pouvoir. Mais c'est inadmissible, ça veut dire qu'on est en train de confisquer la volonté du peuple bissau-guinéen. Et je pense que c'est la CEDEAO, l'Union africaine et même le Sénégal qui sont interpellés. On ne doit pas laisser passer cette forfaiture parce que c'est une menace sur toute la sous-région. Si on laisse passer cette forfaiture, aucun pays de la sous-région n'est épargné. Donc, si la CEDEAO ne prend pas ses responsabilités, l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités, je pense que même le Sénégal devrait prendre ses responsabilités pour contribuer à rétablir l'ordre constitutionnel au niveau de Bissau. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette présente édition. Mais restez avec nous tout de suite. Nous recevons notre invité. Il s'agit de Babacar Sané, consultant en sécurité nationale, diplômé du Centre des hautes études de défense et de sécurité. C'est dans un instant.